Et donc quand on arrive à savoir qu'en respectant les limites de quelqu'un, on lui montre qu'on l'aime, on lui montre qu'on respecte cette personne et qu'on veut en prendre soin, et c'est pas juste pour faire chier qu'elle nous met de limites, c'est pour nous donner la notice de savoir comment nous aimer correctement. Et quand on voit le non sous ce prisme-là, ça doit sûrement être moins frustrant. Moi je trouve que ça doit faire partie d'un des langages de l'amour, de respecter le non de son partenaire. Salut à tous, je m'appelle Aurélie, je suis masseuse de bien-être et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast que j'ai appelé Encore Massage, le podcast. Aussi, j'ai un cabinet à Cergy dans le 95 et un autre à Paris dans le 18e où je peux vous recevoir pour vous faire virevolter l'essence dans un espace de relaxation. La thématique centrale de ce podcast, ça va être le bien-être dans son corps, dans sa tête, avec son environnement et avec son entourage. Avec tout ça, j'espère pouvoir contribuer positivement à votre bien-être et apporter quelque chose en plus dans votre journée. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ces épisodes sur des plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcast, YouTube. Et si vous en ressentez l'élan, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos, écrire un commentaire et donner une note au podcast. Salut à tous! Dans cet épisode 6, j'aimerais vous parler du corps et du consentement et ce qui selon moi peut aider dans les relations interpersonnelles dès qu'on respecte le consentement, qu'on parle du nôtre ou de celui des autres. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est aussi le langage non verbal. Là, je vais vous montrer des petites mises en scène avec un de mes amis qui s'est prêté au jeu, où on va prendre l'exemple d'un câlin qu'on propose à quelqu'un et on va voir par le non verbal qu'est-ce que ça fait quand c'est un oui, qu'est-ce qu'on lit quand c'est un non, et quand c'est un peut-être, à quoi ça ressemble. J'aimerais faire un avertissement en début d'épisode concernant certains sujets que je vais aborder, à savoir les abus sexuels, le viol ou bien les violences émotionnelles. Donc si vous sentez que vous n'avez pas la disponibilité émotionnelle pour entendre parler de ces sujets aujourd'hui, je vous invite à changer d'épisode. Et pour les autres, si jamais vous souhaitez aussi, à la fin de l'épisode, rebondir sur mes propos, vous pouvez utiliser l'espace commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire et de savoir qu'on peut créer tous ensemble un espace d'expression libre où on peut se sensibiliser mutuellement, évoluer tous ensemble dans un espace vraiment bienveillant. Donc pour moi, quand on parle d'un cadre professionnel, amical ou familial, et qu'on parle de consentement, ça peut être le fait de donner son accord de façon explicite, libre et éclairée pour exécuter une tâche ou participer à une activité. Ou alors, voilà, si c'est professionnel, on peut se dire je consens à signer ce contrat de travail. Enfin, bref. C'est vraiment quelque chose d'assez général, mais là, quand on va parler de relations intimes entre deux personnes qui ont des rapports sexuels, c'est différent. On va aussi avoir besoin de la notion d'enthousiasme, d'ouverture, d'envie. Est-ce qu'on a envie de se connecter à l'autre de manière aussi profonde, aussi intense, aussi intime? Donc pour moi, la sexualité, c'est pas juste de la gymnastique sans culotte, où on essaye de se challenger pour être les meilleurs performeurs du Kama Sutra et être le plus créatif possible tout le temps pour faire une performance scénique ou je sais pas quoi, ou se prouver qu'on est capable et qu'on est viril ou qu'on est une déesse du sexe ou je sais pas. Pour moi ça va plus loin, ça va être au niveau spirituel, pour moi c'est très sacré, il y a plein de visions de la sexualité différentes, il y en a c'est vraiment juste ludique, je sais pas, ou c'est récréatif, mais ils vont pas se dire oh, c'est karmique. Voilà. Donc chacun a une vision qui lui est propre évidemment. Et pour moi, pour que tout se passe dans les meilleures conditions et créer du lien qualitatif de manière pérenne, il y a forcément du respect au niveau du consentement. Chacun est entouré d'une enveloppe corporelle et c'est ça qui délimite notre être en tant qu'humain. Et donc c'est très important de consentir à ce qu'on touche notre corps. Il est vraiment très sensible. On a tous une sensibilité différente et donc il y a des personnes qui vont avoir un rapport à la douleur ou au plaisir qui est très différent des autres. C'est très très subjectif et donc par rapport à ça, on ne peut pas considérer qu'une personne qu'on rencontre ou qu'on connaît depuis longtemps, elle a la même sensibilité qu'une personne qu'on a connue dans un couple précédent. Donc on ne peut pas juste faire du copier-coller, c'est vraiment du cas par cas. Et d'un moment à l'autre de la journée,
cette sensibilité peut aussi évoluer. Tout est très fluctuant dans le corps au niveau des ressentis, donc heureusement, comme on le sait, le consentement est révocable, donc même si on dit oui à un moment donné, on a le droit de dire non au milieu, à n'importe quel moment. Et souvent ça, on a du mal à se l'autoriser, pour plein de raisons, plus ou moins complexes. Ça dépend de notre éducation, ça dépend de certaines injonctions, ça dépend de notre relation à nos parents. Est-ce qu'on était en sécurité quand on devait s'opposer à eux, montrer notre point de vue qui pouvait différer du leur? Peut-être aussi en fonction de la culture, des traditions. On a des normes sociales au niveau de la politesse qui font que parfois on a un ressenti de dégoût ou quelque chose qui nous repousse, mais il y a une norme sociale qui dit que pour être poli, il faut y aller, il faut se forcer, il faut sourire, il faut machin. Donc, il y a vraiment ce truc de dissonance cognitive où nous, on a capté qu'à l'intérieur, on reçoit un certain message, mais on nous fait croire que pour que tout se passe bien et être une bonne personne, on doit aller à l'encontre de ce ressenti et faire semblant de... Et donc, ça donne lieu à beaucoup de difficultés après pour s'autoriser quelque chose d'aussi simple que de dire à quelqu'un « Non, je n'ai pas envie de faire ça. Non, pas aujourd'hui. Non, pas comme ça. Oui, je veux ça. Non, je ne veux pas ça. » Et que ce soit vraiment authentique et sincère. On a créé plein de subterfuges, plein de trucs pour se faire croire que si on fait comme ça, on est quelqu'un de mauvais, de méchant, c'est pas gentil, on va blesser les gens. On n'est pas responsable de l'état émotionnel des gens. Et donc, après, on est là en train de se contorsionner pour faire plaisir, pour pas décevoir, pour pas fâcher, pour essayer de garder le lien, pour pas se faire quitter, pour pas se déconnecter. Et après, on rentre dans une contorsion tellement inconfortable que c'est comme ça qu'on gâche nos relations. C'est parce qu'on a appris à se déconnecter de ses ressentis. On se met quelque part dans un étau et on se demande pourquoi c'est étroit et pourquoi c'est pas confortable, pourquoi on est engoncé. Et après, on se retrouve dans des relations, plus tard, où on est incapable de pouvoir affirmer, enfin, pour certaines personnes, hein, où on est parfois incapable que notre consentement soit vraiment éclairé, comme on dit, ou c'est un vrai oui ou un vrai non. Il va y avoir ce truc de « Attends, mais si je dis non, moi j'ai une blessure d'abandon et j'ai une blessure de rejet. Si je dis non, il est possible que lui il s'énerve ou que elle s'énerve et que après je me retrouve seule et que je perde tout ce que j'ai construit, toute l'énergie que j'ai mis. Cette personne est un peu colérique, ça me fait un peu peur, donc peut-être que si je dis non, je risque gros. Et puis on a les enfants, et puis qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas l'argent pour ceci, cela. Bref, il y a tout un contexte, il y a beaucoup d'enjeux qui font que après le consentement, il est déformé, il est biaisé par des peurs, par des blocages, par des inhibitions, des interdictions qu'on se fait pour pas perdre les avantages d'être avec une personne, même si elle n'est pas toujours très avenante ou qu'elle n'est pas toujours à l'écoute de nous-mêmes. On va se dire, je sais que j'ai le droit de dire non, je sais que je dois me faire respecter, que ça, ce serait vraiment profitable pour moi d'informer les gens de ça, et je peux pas, parce que qu'est-ce que je risque après? Quelles représailles? Et pour peu que la personne soit pas forcément très mature spirituellement et qu'elle n'ait pas non plus les moyens de communiquer sainement, on va se prendre des trucs dans la figure qu'on n'a pas envie de gérer. Et c'est épuisant en fait. Et donc, pour moi, quand j'entends oui, le consentement c'est pas compliqué, il faut juste dire non, et bien sûr, quand c'est non, oui. Mais en face, la plupart du temps, on a des gens qui savent pas gérer leur frustration. Quand on leur dit non, pour eux c'est un challenge qu'ils ont envie de relever en essayant de forcer le truc de plus en plus, trouver de la créativité pour contourner, en essayant de mentir, en essayant de séduire, en essayant de culpabiliser, ou de se victimiser, ou de bouder, ou alors faire le chantage affectif. Et en aucun cas, ces comportements sont garants d'une bonne santé relationnelle, puisque la personne qui reçoit ce genre de réprimande, de critique, elle va se sentir en insécurité. Et l'insécurité, ça crée de la déconnexion, ça crée de la méfiance, ça crée des peurs, ça crée des angoisses, ça crée de la psychosomatisation, ça crée de la merde. Voilà. Et pour moi, une relation où il n'y a plus de sensation de sécurité, c'est une relation où il n'y a plus de confiance. Et une relation où il n'y a plus de confiance, c'est une relation toxique, une relation abusive ou une relation où on n'est pas épanoui,
où on subit la vie, on peut être totalement dépressif dedans, on peut être totalement aliéné, on peut se sentir dépossédé de sa vitalité, de ses moyens, de ses ressources, on peut se sentir en chute libre d'estime de soi, de confiance en soi, enfin c'est une cascade d'événements en chaîne qui font que s'il n'y a pas les fondations de se sentir libre, de s'exprimer en toute sincérité sur ses ressentis profonds, sans qu'en face on ait quelqu'un qui nous fasse comprendre qu'on n'a pas le droit de ressentir ça, sinon il y aura des conséquences néfastes. Pour moi c'est pas une relation saine et pour moi c'est irrespectueux et on essaye de nous contraindre à adopter un comportement qui est arrangeant pour l'autre mais pas du tout pour nous. Et de ce point de vue là, après ça crée tout un tas de charges mentales de part et d'autre. Si par exemple dans le monde actuel dans lequel on vit, où il y a beaucoup de #MeToo et de plaintes et de scandales, et donc maintenant j'imagine qu'il y a certains hommes qui se questionnent sur comment je fais pour pas être perçu comme un agresseur, comme un prédateur. Moi j'ai juste envie d'être spontanée, j'ai envie de laisser parler mon désir, mon élan, mais j'ai pas envie d'aller en prison. Donc comment ça se passe? Je trouve que la solution de mon point de vue, elle a l'air facile, mais elle est imbriquée sous plein de mécanismes cérébraux très complexes dus à certaines inhibitions, plein de peurs, plein de blocages, et du coup ça facilite pas la fluidité. Allez, on va prendre un exemple concret. S'il y a un homme qui demande à une femme « J'ai envie de te faire un câlin, est-ce que je peux te prendre dans mes bras ?» Du coup, lui, il pourrait avoir une charge mentale de se dire « Merde, je lui ai demandé ça, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce qu'elle va me prendre pour un pervers? Est-ce qu'elle va penser que je suis un forceur? Est-ce que son oui, si jamais elle dit oui, ce sera un vrai oui? Ou est-ce que ce serait un oui contraint, gêné, alors qu'en fait c'est un non? Est-ce que si elle me dit non, ça veut dire qu'elle m'aime plus? Est-ce que son non, c'est un vrai non? Ou est-ce que peut-être je peux forcer un petit peu parce que sur un malentendu, elle peut dire oui? Donc je me dis, comment on fait pour fluidifier tous ces échanges qui partent d'un bon sentiment, échanger de l'affection, se connecter à quelqu'un, c'est quelque chose a priori qui est positif. Comment faire pour les fluidifier, pour arrêter de créer des traumas aux gens et de créer un cercle de la violence et de la peur, et comment on sort de ce truc-là? Moi j'ai l'impression qu'il faut juste que d'un côté, la personne qui propose l'interaction d'intimité, elle soit capable de recevoir le non, si jamais il y en a un, et juste remercier la personne de dire « Ah, tu veux pas le câlin? Ah ok, bah merci de m'en informer, comme ça c'est très clair. » Et si jamais il y a des choses à dire sur les ressentis, de pas se censurer. On peut rajouter une phrase en disant « J'avoue que j'ai un peu le seum, parce que moi je m'attendais à ce que tu dises oui, parce que j'avais vraiment ce besoin de me connecter à toi, besoin d'affection, besoin de me sentir aimée. À ce moment précis, j'ai besoin de ça. Et en même temps, j'entends que toi, bah c'est pas ce mood-là que toi tu partages, t'as pas envie de ça, et j'ai pas envie de te contraindre, j'ai pas envie que tu te sentes mal. Donc moi, je vais rester avec cet inconfort, et en même temps, c'est dur. Donc je pense que je vais aller faire un tour, j'ai envie de faire un truc bien pour moi, parce que voilà, il faut que je me console avec une autre activité. Donc voilà, je t'informe de ça, mais sans plus. Alors que ce qu'on voit tous les jours, c'est des choses assez violentes où la personne, elle est frustrée d'avoir reçu un non, et du coup elle va culpabiliser la personne qui a dit non, parce qu'elle va se dire c'est ta faute si je me sens mal parce que tu as dit non. Donc si tu disais oui un peu plus, je me sentirais mieux un peu plus. Donc par définition, tu es responsable de mon mal-être. Et donc on tombe dans la spirale de l'enfer. Et après on se demande pourquoi il n'y a plus de libido, pourquoi que des engueulades, pourquoi on s'entend plus, pourquoi je sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas la confiance de pouvoir dire non et qu'on se sente respecté dans le non. Et la conscience que nos émotions nous appartiennent et qu'on n'a pas le droit de culpabiliser les gens alors que c'est à nous de prendre soin de ces émotions-là et de venir y trouver des solutions nous-mêmes ou avec d'autres personnes ou d'autres façons, ou en discuter, enfin il y a un truc qu'on doit aussi prendre en charge de manière autonome. Et en même temps, du côté de la personne qui reçoit la demande, elle a le devoir, de mon point de vue, d'informer de manière authentique. Dans son oui ou dans son non,
doit montrer ce qui se passe et agir en conséquence et se responsabiliser en conséquence. On a le droit de dire ce qu'on ressent, au lieu de mentir, quoi, au lieu de faire croire que c'est un oui et la personne en face, elle est induite en erreur. Et après, le traumatisme qu'on va réceptionner, eh ben, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes, ou alors on va essayer de culpabiliser l'autre quand même de pas avoir perçu que c'était pas un vrai oui. Mais non. Non, on peut pas faire ce genre d'entourloupe. Et de se dire, bah j'ai rien dit et t'aurais dû deviner que c'était non. Et c'est dans ce procédé-là de bonne intelligence que on crée de la pérennité, de la solidité et de la sécurité intérieure. Si on prend un exemple concret dans l'enfance, si on émet une opposition pour dire « Ah, t'es rentrée dans la salle de bain, je suis à poil » ou je sais pas, je suis dans ma chambre et j'ai juste pas envie que tu rentres dedans parce que je suis triste, j'ai envie de pleurer tranquille et t'es là, tu m'imposes ta présence, juste sors de ma chambre. Je sais pas, il y a des moments dans le quotidien où on a perçu que quand on fait part de son ressenti, la personne outrepasse et nous fait comprendre que bah, je m'en fous, ton ressenti, tu demandes de l'espace. Non, moi je reste là et je t'impose le truc. Et de vivre ça à répétition, peut-être qu'on pense à tort que bah, ça sert à rien de le dire de toute manière, il écoutera pas, ou ça marchera pas, ou c'est trop tard, ou bon bah faut faire avec, ou ça va passer plus vite, il faut juste serrer les dents, ça passera plus vite. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on s'imagine, qu'est-ce qu'on se raconte dans la tête de se dire que à force d'avoir vécu ces situations où notre consentement n'a pas été respecté, où il a été même nié, où il a été culpabilisé ou invisibilisé, que nous après on grandit avec ça et dans notre vie d'adulte, dans notre vie professionnelle, amicale ou sentimentale, on se retrouve dans des situations où on n'a même plus le réflexe d'user de cette affirmation-là, de soi, d'user de ce droit à révoquer un consentement ou à refuser ou à dire non ou à dire stop ou je sais pas quoi, parce qu'on n'a pas eu l'espace d'exercer ce droit et de s'entraîner tous les jours. C'est comme ouais, c'est un peu comme un muscle, on l'entraîne, voilà, cette capacité d'affirmation. Et je trouve que c'est vraiment préjudiciable. Et après, à l'âge adulte, heureusement qu'on peut se faire aider ou avoir une autre approche pour réussir à muscler cette affirmation-là de soi-même et enfin pouvoir récupérer tout ce pouvoir qu'on n'a pas su prendre, récupérer sa souveraineté et arrêter de subir un contact qu'on n'a pas envie de subir et éviter de détériorer la confiance dans nos relations, qu'elles soient amicales ou autres, et avec son partenaire de vie, si c'est dans le cadre de rapports sexuels, de ne jamais dire oui sous la contrainte, jamais dire oui sous la violence. Mais après, c'est d'autres choses, d'autres mécanismes qui rentrent en jeu. Et il y a vraiment ce truc où récupérer sa souveraineté et respecter le consentement des autres et l'écoute des autres, ça peut améliorer, assainir les rapports humains et éradiquer la violence en fait dans la communication interpersonnelle. Ça, c'est mon point de vue, évidemment. Et aussi, ce que j'aimerais partager, quelque chose de très important, c'est que parfois, malheureusement, on ne peut pas dire non de manière frontale, explicite, libre. Pas parce qu'il y a des peurs, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas la capacité motrice. Voilà, le corps, il a décidé de se faire la malle parce qu'on est en état de sidération. Et l'état de sidération, c'est très fréquent en cas d'agression, en cas de viol, en cas de choc émotionnel. Le corps, il est partagé entre la fuite et l'attaque. Et du coup, il fait rien du tout, ni l'un ni l'autre. Il reste pétrifié, il reste immobile, il reste statique. Et il a vraiment une fonction cognitive très réduite. Et ça fait que quelqu'un qui se fait agresser, il va pas bouger, il va même pas crier et il va même pas réagir. Et après, on va le culpabiliser, après coup. Eh ben, t'aurais dû crier, t'aurais dû te débattre, t'aurais dû t'opposer, pourquoi est-ce que... Parce que, état de sidération, en fait. C'est vraiment un vrai processus physiologique qui fait qu'il y a un choc tellement violent qui se passe dans le corps que si jamais l'intensité, elle devait s'exprimer à pleine balle, à fond, il y aurait des lésions cérébrales, des lésions cardiaques et nerveuses. Donc le corps, pour préserver la santé de tout l'organisme, il va court-circuiter les fonctions cérébrales, motrices et compagnie et musculaires, il va tout court-circuiter. Et donc si on ne connaît pas ce procédé, on va se dire « Ah, qui ne dit mot consent ?» Mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est en état de sidération. Et on va se plaindre, se disant
des femmes, étoiles de mer, qui sont pas actives pendant le sexe, mais ça se trouve elles sont juste en état de sidération. Et c'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de créativité. Peut-être que c'est simplement une réaction de détresse, quelqu'un qui est en état de survie, parce qu'elle revit un trauma où il y a quelque chose qui se passe qui est très très inconfortable. Après, si jamais il y a eu un acte sexuel qui s'est produit alors qu'elle est dans cet état, un préjudice psychique très très grave, très très lourd et très long à désamorcer, et c'est terrible. C'est pas comme si ça prenait que 2 jours, ça prend parfois toute une vie de sortir de ce genre de trauma, et ça, on mesure pas assez l'impact, et on va se dire « Oh, mais fallait juste crier !» Ça, c'est une méconnaissance, en fait, du fonctionnement du cerveau. Imaginez que vous êtes dans une interaction de séduction avec quelqu'un, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et la personne, elle commence à changer de posture, changer de comportement. Elle commence à avoir un langage corporel qui est un peu plus crispé, un peu plus fermé, avec une expression du visage un peu plus neutre, un peu moins vibrante, un peu moins vivante, avec un regard fixe, presque vide, avec une intonation assez ralentie ou mécanique ou robotique, et qu'on voit un affaissement ou qu'elle semble presque tomber dans le sommeil. Il y a comme si son système tout s'éteint, quoi. On a appuyé sur un bouton off ou veille ou je sais pas, mais on repère des signaux comme ça de quelqu'un qui est en train de se faner de l'intérieur. Là, posez-vous des questions. Est-ce que vous avez toujours envie de caresser cette personne aussi langoureusement? Est-ce que vous avez toujours envie d'embrasser cette personne? La taquiner un peu, toujours avec autant d'espièglerie? Est-ce que vous avez vraiment envie de poursuivre cette interaction sensuelle alors que vous voyez quelqu'un en face de vous qui est en train de se refermer, en train de s'éteindre progressivement? Voilà, posez-vous la question, oh, qu'est-ce qui se passe? Et si cette personne ne répond pas, ou a des signaux réduits, ou semble confuse, ou semble vraiment dans un état second, posez-vous la question, est-ce que ce serait pas un état de sidération? Pour aller vraiment plus loin dans cette envie d'encadrer cette personne, de prendre soin, de l'envelopper, essayez de lui demander de quoi elle a besoin, ou donnez-lui un espace pour qu'elle puisse reprendre ses esprits, proposez-lui un verre d'eau, essayez d'être présent, d'être vraiment soutenant. C'est vraiment une situation qui est très difficile à vivre. Revivre un trauma, c'est jamais drôle. Si maintenant vous êtes de plus en plus sensibilisé à ce genre de situation, essayez d'être le partenaire idéal que vous auriez aimé avoir si jamais un jour ça vous arrive. Quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute, quelqu'un qui soit serein, qui soit une force tranquille à côté, pas quelqu'un qui vous culpabilise, qui se moque ou qui vous reproche ou je sais pas quoi. Soyez vraiment une personne solide et fiable pour qu'on ait envie de compter sur vous, qu'on puisse se dire ok, peu importe ce qui m'arrive, cette personne va prendre soin de moi et je compte pour cette personne et elle me considère et je suis pas un objet sexuel, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des ressentis. On prend soin de moi, pas que mon enveloppe corporelle, on prend soin aussi de tout ce qui va autour, tout ce qui va avec, on prend soin de ma sensibilité. Et donc je trouve ça super important. Et donc dans le respect du consentement, c'est pas juste s'occuper de ce que dit la personne avec sa bouche et ses mots, c'est qu'est-ce que dit son corps aussi. Et ce que j'ai envie de rajouter, c'est aussi le langage non verbal. Quand son corps, il est ouvert, on va voir que quand on propose un câlin, la personne elle va être « Ah mais oui, trop bien, il y a une ouverture, il y a quelque chose de léger, il y a quelque chose de dynamique, le visage est rayonnant, il est enthousiaste, on voit un grand sourire, on voit les yeux qui brillent, on voit le corps qui s'agite, ou bien on voit quelque chose de plus langoureux. » Et à l'inverse, quand il y a quelqu'un qui dit non, on voit qu'il y a une rigidité, il y a son corps qui se ferme, elle peut le dire avec les mots, mais on peut le voir aussi avec le corps. On sent une fermeture, où on sent une envie de prendre la distance, les jambes qui se referment, on va avoir la tête qui se baisse, le regard un peu fuyant. Y a plein de signes, en fait. Quelqu'un qui veut pas, il peut très bien dire non, je veux pas, ou ça c'est le plus clair possible, mais aussi on peut avoir cette sensation de mouvement comme ça, ou de gêne, ou peut-être il y a des gens quand ils sont gênés, ils rigolent, c'est nerveux, mais ça veut pas dire que c'est marrant. C'est le système nerveux, il s'exprime comme ça. C'est un système de défense. Lorsqu'une personne hésite un peu, vous donne un peut-être à une de vos demandes, partez du principe que c'est un non.
parce que ça pourrait créer un malaise, ça pourrait créer une gêne, et après vous allez regretter de ne pas avoir entendu ce signal. Une chose importante à rappeler, c'est que quand quelqu'un vous dit non, il n'y a pas besoin d'une justification. Après, vous pouvez évidemment en discuter si c'est quelque chose qui vous pèse d'avoir des noms à répétition. Une autre chose importante à souligner, c'est que si jamais vous êtes dans un contexte festif et qu'il y a une personne qui est très alcoolisée ou un peu droguée ou qui n'est pas dans un état de lucidité et qu'elle vous dit qu'elle est d'accord pour avoir un échange sexuel avec vous, méfiez-vous parce qu'elle n'a pas le consentement éclairé. Et vous n'avez pas envie que le lendemain, cette personne regrette ou vous accuse d'une agression. Partez du principe que c'est une situation à risque et que, voilà, vous préférez vous protéger et protéger cette personne. Donc, avec tout ça, moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, j'ai la chance de tomber sur des personnes beaucoup plus bienveillantes, peu importe le contexte, si c'est professionnel, amical, amoureux, elles sont beaucoup plus avenantes. Et moi, ça me permet d'avoir un espace d'expression beaucoup plus large et ça crée beaucoup plus de sincérité. Et c'est avec la sincérité qu'on peut obtenir plus de vulnérabilité et qu'on peut avoir une qualité de lien plus profond, sans user de cet élan égocentrique pour se dire « Ah oui, mais moi ça me convient pas, parce que si je respecte ton nom, ça veut dire que moi je me dis non à moi, et moi je veux me dire oui à moi, et donc on a un problème. » Et donc je trouve que quand on sort de cet état d'esprit et qu'on va vers quelque chose de plus conscient et de plus avenant pour les autres, on gagne en satisfaction personnelle et on se sent plus nourri, plus épanoui. Et moi aujourd'hui je rencontre des personnes dans ma vie qui sont beaucoup plus respectueuses et moi aussi j'ai envie de l'être beaucoup plus avec elles. Et c'est comme ça que j'ai l'impression que je peux guérir plus facilement de mes traumas. Ça fait un bien fou de se dire qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, qui me remercient quand je dis non au lieu de me challenger. Des gens qui m'invitent à me questionner, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est un vrai oui? Ça me permet de me recentrer sur moi et de me dire attends, est-ce que c'est un vrai oui? Ah, je crois que non. Non, t'as raison, c'est pas un vrai oui. Merci de l'avoir vu, parce qu'il sait lire mon non-verbal, enfin voilà, il y a vraiment une volonté de faire équipe, faire alliance avec les autres. Et donc quand on arrive à savoir qu'en respectant les limites de quelqu'un, on lui montre qu'on l'aime, on lui montre qu'on respecte cette personne et qu'on veut en prendre soin, et c'est pas juste pour faire chier qu'elle nous met de limites, c'est pour nous donner la notice de savoir comment nous aimer correctement. Et quand on voit le non sous ce prisme-là, ça doit sûrement être moins frustrant. Moi je trouve que ça doit faire partie d'un des langages de l'amour, de respecter le non de son partenaire. Donc je vous invite chaleureusement à être plus à l'écoute de vos partenaires, à bien prendre soin d'eux et à ne jamais dépasser leurs limites. Et c'est pareil dans mon métier en tant que masseuse. L'autre jour j'ai une situation improbable, mais que je trouve impressionnante. C'est que j'ai une femme qui avait sûrement un trouble du spectre autistique ou quelque chose comme ça, parce qu'elle portait un masque de ski qui était très occultant, donc il y avait peu de lumière qui passait, donc j'ai même pas pu voir la forme de ses yeux, et elle m'a dit je ne retirerai pas mon masque pour le massage. Et je lui dis mais par contre madame, moi je vais vous appuyer sur le dos et ça va pas être confortable avec le masque, vous allez avoir la tête écrasée comme ça, enfin c'est pas confortable, vous êtes sûr que vous voulez garder le masque? Si vous avez une sensibilité des yeux, j'éteins la lumière. Hein. Elle me dit, je retirerai pas mon masque. Je dis, il n'y a pas de souci. Je vais vous chercher un coussin d'allaitement, comme ça vous serez en position latérale, vous n'avez pas besoin d'enlever le masque. Et à la fin, elle m'a remercié vraiment chaleureusement. J'ai pas pu voir dans ses yeux s'il y avait une émotion particulière, parce que le masque est vraiment très efficace pour le coup. Mais je trouve que le consentement, c'est ça aussi. C'est le fait de respecter une limite qui a l'air absurde pour une personne pas sensibilisée, où je vais me dire mais un masque de ski, vraiment madame, vous êtes sérieuse là? Enlevez-moi ça tout de suite. Ben non, on peut pas. Moi j'ai pas envie de créer une crise d'angoisse chez cette dame qui va mettre des jours à s'en remettre et peut-être qu'il va falloir l'hospitaliser. Alors je sais pas moi quel est son niveau de santé mentale. Donc je me dis bah, évidemment, vous en faites pas madame, vous allez garder votre masque. Peut-être que pour cette femme, ce masque c'est un symbole d'une armure contre le monde extérieur qui lui paraît trop agressif. Et retirer son masque, c'est retirer une armure qui fait que sans ça elle s'effondre et elle panique, ou je sais pas. Et donc je me suis dit ok, j'entends.
Ça doit pas être la lumière sans problème à cette dame, mais je respecte. Et du coup, on trouve des solutions, voilà. Et ça s'est très bien passé, et puis elle était très satisfaite, et je me dis, est-ce que dans la vie, si on avait tous ce réflexe, au lieu de critiquer, de juger, de dénigrer, de mépriser une caractéristique qu'on ne comprend pas, qui nous paraît absurde ou qui nous paraît farfelue, est-ce que si à la place on essaye d'être compatissant, d'être empathique, qu'on essaye d'être vraiment à l'écoute, qu'est-ce que ça créerait comme fluidité différente? Qu'est-ce que ça créerait d'autre? Est-ce qu'il y aurait moins de violence? Est-ce qu'il y aurait moins de gens traumatisés? Est-ce qu'il y aurait moins de dysfonctionnements? Est-ce qu'il y aurait moins de maladies? Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas pourquoi cet épisode il était aussi dur à tourner pour moi. Ça m'a extrêmement challengée, ça m'a fait revivre des trucs incroyables et j'observe que je me sens très très fière du chemin parcouru pour en arriver à ces conclusions, à ces enseignements. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis. Encore une fois, je vous le dis, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager ces épisodes pour qu'il y ait plus d'harmonie autour, un peu moins de violence et un peu plus de tolérance. C'est l'intention que je pose avec cet épisode et en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et je vous embrasse fort.